Y a-t-il des actions collectives locales possibles en faveur de l'économie locale? Et si oui, lesquelles? Les collectivités locales ont-elles les moyens d'agir pour le développement économique des entreprises et le développement de l'emploi localement? Quel est le bon niveau d'intervention économique locale? Où trouvera-t-on les 75 000 Où trouvera-t-on et où créera-t-on les 75 000 emplois nécessaires dans les 20 ans pour occuper et faire vivre le million d'habitants promis à la Cube d'ici à 20 ans? Vous allez, messieurs les élus, nous aider à répondre à ces questions. Bon, je vous présente, mais je ne sais pas si c'est indispensable, puisque tout le monde vous connaît bien. Michel Delpech, donc préfet de la région Aquitaine et préfet de la Gironde. Alain Rousset, député de la Gironde et président du Conseil régional Aquitaine. Vincent Feltès, député de la Gironde et président de la communauté urbaine de Bordeaux. Et Alain Juppé, maire de Bordeaux, ancien Premier ministre. Mais tout d'abord, si vous me le permettez, un tour de table avec nos 4 rapporteurs des travaux de ce matin et cet après-midi. Edwin Le Héron, économiste à l'Institut d'études politiques de Bordeaux, et Jean-Marc Hoffner, le directeur de la URBA, pour la conférence métropolitaine de l'emploi de ce matin. Sandra Moetti, journaliste à Alternative économique, pour la table ronde qui vient de se conclure sur les outils du développement économique et le financement de l'économie locale. Alain Ribé, le journaliste, ancien directeur de Justice Aquitaine, mais je crois que je vais devoir déboter le suppléer. Et il a animé tout à l'heure, en début d'après-midi, messieurs, une table ronde sur le nautisme et les perspectives de développement de la filière nautique sur la métropole. Alors, je donne tout de suite la parole pour la table, ce qui s'est passé ce matin, parce que alors, nous, on n'y a pas assisté, à cette conférence métropolitaine sur l'emploi. Elle avait lieu ce matin, donc Edwin Le Héron et Jean-Marc Hoffner, vous nous rapportez un peu ce qui s'est dit, ce qui se trame avec cette conférence métropolitaine pour éclairer nos élus ici présents. Bien, je vais essayer d'être assez bref. Donc cette conférence permanente sur l'emploi, qui était la première et qui souhaiterait s'installer un peu dans la durée. Donc dans cette première séance, les objectifs se voulaient modestes, même si il en était néanmoins important, puisque l'objectif était de faire un peu un constat partagé de la situation, donc un état des lieux des différents problèmes, et essayer de commencer à cerner un peu les axes prioritaires de demain, et notamment voir si des alertes en cas de blocage pouvaient être développées. Donc Vincent Feltès, en présentant et en annonçant cette séance, a insisté effectivement sur la démographie tout à fait positive et l'attractivité de la Cube, et a justement posé cette question du 1 million de personnes à horizon de 20 ans et des 75 000 emplois nécessaires pour accompagner ce développement, en rappelant que les 20 dernières années avaient vu 75 000 emplois, donc ce n'est pas un objectif impossible, mais que globalement, si on prenait les rythmes des 3 dernières années, on était plutôt sur 3 000 emplois créés par an et qu'il faudrait plutôt passer à 4 000. Donc un objectif. Donc l'objectif, c'est effectivement de voir eh bien, quel type d'emploi, vers quel secteur, quelle stratégie accompagner et peut accompagner cette croissance démographique. Alors, en préambule aussi, quelques objectifs ont été rappelés, j'en rappellerai 2. Un, c'est l'importance de la dimension territoriale de ce débat. Il n'est pas là, ce n'est pas le lieu de discuter des questions mondiales comme la mondialisation ou nationale, des politiques nationales ou de la crise, des subprimes, etc., qui sont des éléments qui évidemment impactent la région, mais qui ne sont pas du domaine de l'action. Donc l'idée, c'est de rester dans la cohérence de l'ensemble, de la discussion, et la cohérence, elle est au niveau de la dimension, donc là, du bassin d'emploi et de la Cube. Deuxième objectif aussi qui a été rappelé, c'est la question des horizons. C'est vrai qu'il y a des questions de court, moyen et long terme et qu'il faut bien les hiérarchiser. Et notamment, je passe à un troisième objectif, c'est de voir effectivement de se différencier des stratégies, c'est un peu ce qui a été fait ce matin, entre des stratégies plutôt défensives qui ont pour but de préserver l'emploi là où il est attaqué, et puis des stratégies absolument nécessaires qui sont plutôt dites offensives, c'est-à-dire de trouver des nouveaux lieux de croissance, ceux qui n'existent peut-être pas encore ou qui existent peut-être mais qu'il faut développer et qui permettront d'accompagner ces nouveaux emplois. Alors la méthodologie utilisée, ça a été un document de travail qui a été distribué et que je vous recommande et qui est en diffusion ici, avec des statistiques qui ont été commentées par Benoît Meyer du Pôle emploi et qui a présenté un certain nombre bien déjà de tensions sur le marché du travail, mais au-delà aussi de perspectives. Alors, une fois cela dit, je vais synthétiser très rapidement en 4 thèmes qui m'ont, à mon avis, qui ont été le plus développés et qui me semblent peut-être ceux qui sont
revenu le plus souvent, même si effectivement il mériterait plus ample développement. Alors le premier thème, c'est la question de la formation. On s'en doute un peu. Beaucoup ont insisté sur le problème de l'adéquation aux emplois offerts, notamment sur des demandes très fortes de nouveaux emplois, mais c'est pas propre tellement à la région, les services à domicile ou les questions comme les métiers de bouche, qui sont effectivement des endroits où il y a une forte demande, mais où sans doute l'attractivité de ces métiers, où les salaires ne suivent pas, et au bout du compte, c'est difficile à fournir. Mais d'autres questions plus techniques, comme l'hébergement des personnes en formation, avec la concentration de formation sur la Cube et des gens qui, eux, viennent plutôt d'ailleurs, de la région, voire même au-delà de la région, peut être aussi un problème de blocage. Et puis une question intéressante, toujours dans la formation, c'est la méconnaissance au niveau du milieu du secondaire, mais également de l'enseignement sans doute du lycée et même peut-être du supérieur, une méconnaissance seulement du tissu d'emploi réel fourni par la Cube, et finalement le fait que notamment des conseillers d'orientation souvent ne peut de fait pas tellement jouer le rôle, et que les jeunes sont souvent envoyés vers des endroits qui sont peut-être pas les meilleurs. Et donc là, des petites choses comme ça pourraient être améliorées si la formation est largement revenue. Deuxième thème, l'importance des PME, qu'effectivement la région et la Cube est plus un tissu de PME que de très grands groupes, et que les réservoirs d'emploi les plus importants sont sans doute au niveau des PME, et que ça pose justement les problèmes d'attractivité de ces PME, notamment a été soulevé différentes questions comme la transmission de ces entreprises avec une démographie des entrepreneurs âgés qui va poser des questions de remplacement de cette génération, beaucoup ayant plus de 55 ans. Troisième thème, je ne vais pas trop le développer, c'est la question effectivement de l'attractivité de la Cube, c'est-à-dire finalement l'emploi crée l'emploi. On n'est pas dans une logique de répartition de quelque chose de rare qui serait le travail. En fait, quand quelque chose se développe comme la Cube et devient attractif, finalement ça attire les emplois, puisque ça concentre également les formations. Et quatrième thème que je retiendrai, qui a été moins développé, mais qui était souvent sous-jacent, c'est vraiment la question de l'immobilier. Et ça me permettra de rebondir sur la question des rythmes. On voit là que l'immobilier, on est dans du temps plus long, des rythmes plus longs, et qu'il est clair que si on a une croissance démographique assez rapide, sur des secteurs de stock et des marchés de stock comme ça, très rapidement, les prix peuvent monter s'ils n'accompagnent pas cette croissance, et on peut avoir de l'exclusion par le développement, ce qui serait dommage, ce qu'on constate malheureusement dans des villes comme Paris aujourd'hui, qui deviennent des villes qui ont du mal à loger, y compris leur cadre supérieur. Ce n'est pas uniquement une exclusion en bas. Alors, en conclusion, et je terminerai par là, je crois que si on veut résumer ces différents thèmes, on voit qu'effectivement la question des anticipations, du prévisionnel est fondamentale, la question des horizons de ces différents problèmes. Et moi, j'irai un peu plus loin, c'est qu'effectivement, ça pose la question aussi du rythme entre ces différentes temporalités. On a des temporalités de défense court terme, d'autres sont de moyen et l'autre de long terme. Et je crois que là, c'est vraiment, et c'est pour ça que les politiques sont évidemment le mieux placés pour gérer ces questions, c'est que ça nécessite une vision à long terme que seul, souvent, l'homme politique peut gérer, c'est-à-dire non pas seulement la question de problèmes de long terme, mais de cette liaison, de cette coordination, des rythmes à respecter entre ces différents temps. Et je crois qu'au niveau du financement, on a très bien retrouvé aussi, et Sandra y reviendra, cette question de la temporalité entre les différents horizons de financement, innovation, défense, etc. Et je crois que c'est un peu l'essentiel. Eh bien, je terminerai donc là sur cette séance de ce matin. Merci beaucoup, Monsieur Le Héron, pour cet esprit de synthèse. Je salue il et elle, me pardonnons de ne pas les avoir cités, Sandrine Doucet, députée de la Gironde, qui est également à cette table ronde, et Jean-Luc Glaise, vice-président du Conseil général de la Gironde, élu du Sud Gironde. Alors il m'appartient, Jean-Marc Hoffner, pardon, toujours sur cette conférence métropolitaine de l'emploi de ce matin. Il y avait beaucoup de monde, hein. Vous étiez combien, 45, 50 Alors, pour rappeler, non, quand c'était une petite trentaine. Ah, 30, d'accord. Ce qui permet de discuter vraiment avec les syndicats de salariés, les syndicats patronaux, les chambres consulaires et professionnelles, les collectivités territoriales, l'État, l'INSEE, Pôle emploi. Peut-être faudra-t-il élargir d'ailleurs cette conférence aux principaux acteurs de la formation, puisque ça a été initial, professionnel, ça a été un thème de débat récurrent. Juste insister sur 2-3 autres dossiers qui pourraient intéresser la conférence dès lors qu'elle deviendra permanente. On a le sentiment, on a quelques indices pour pouvoir dire que les acteurs autour de la table sont partants pour cette conférence. D'abord,
y compris par rapport à un certain malthusianisme qu'on avait pu sentir dans l'élaboration du projet métropolitain. Là, il y a plutôt convergence sur l'idée que l'attractivité, c'est intéressant pour la métropole, qu'on ne doit pas raisonner sur un stock d'emplois que les nouveaux venus viendraient prélever, mais que cette croissance démographique apporte des emplois. Les fameux emplois présentiels, certes, mais aussi les emplois qui se trouvent plus facilement dans des grandes métropoles, des emplois dits métropolitains. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de tout à fait intéressant et qui peut anticiper une espèce de modèle vertueux, donc avec une croissance démographique qui apporte ces emplois résidentiels ou présentiels et puis qui permet une attractivité des cadres, des emplois qualifiés, sachant qu'aujourd'hui, ce sont plutôt les entreprises qui suivent les salariés que l'inverse. Donc ça, c'est un point très, très important. Modèle toulousain plutôt que modèle montpelliérien pour faire vite. Il faut rappeler aussi, ça a été dit, mais il faut le rappeler que en 20 ans, sur le territoire de la métropole, se sont créés 75 000 emplois également. Donc ces dernières années, 3 000 emplois privés par an, la croissance est là. Donc ce 75 000 emplois à venir pose plein de questions, mais il est crédible. Ils sont privés, c'est bien privé. C'est des emplois privés, ces chiffres qu'on évoque ou... Les 3 000 sur les dernières années, c'est privé, oui. Alors, parmi ces emplois, et ça a été quelque chose d'intéressant et d'important, il y a ces fameux emplois présentiels. Et parmi ces emplois présentiels, il y a les emplois liés aux aides à la personne, au sens le plus large du terme. Ce sont des gisements d'emplois dont on parle beaucoup, qu'on ne sait pas très bien traiter, parce que ce sont des emplois peu qualifiés, avec peu de formation, emplois parfois précaires. La conférence a, me semble-t-il, été assez convergente là-dessus aussi pour dire qu'il y avait peut-être, y compris localement, pas seulement nationalement, une carte à jouer sur ces emplois pour mieux les qualifier, pour mieux les valoriser. Voilà. Ça peut ressortir d'une politique publique locale spécifique. Autre aspect tout à fait intéressant par rapport à cette question d'anticipation, on est bien sur des politiques qui peuvent être défensives, mais des politiques qui doivent être aussi offensives, l'idée d'une GPEC territoriale. Alors, GPEC Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Qui est à ne pas confondre avec la RGPP. Voilà, GPEC, gestion prévisionnelle, c'est l'idée que certes on n'est pas dans une planification soviétique, mais que lorsque les informations sont là, lorsqu'on peut anticiper la démographie de l'emploi dans les grandes entreprises, la démographie des entreprises elles-mêmes, il peut être intéressant collectivement par rapport aux questions de formation, de recrutement, de préparation de l'avenir, d'avoir cette gestion prévisionnelle, tout en gardant évidemment la nécessaire souplesse et réactivité des entreprises. Un autre point, à force de parler du développement durable et de l'économie verte, parfois on l'oublie, au-delà des politiques nationales, voire mondiales, a été lancée l'idée, là encore peut-être qu'on peut reterritorialiser des productions industrielles ou de services en répondant à des demandes spécifiques, qu'il s'agisse des questions de santé, de transport, de bien-être, de conditions de vie en général, et que là encore, il y a peut-être une carte à jouer par rapport à certains atouts de la métropole et de la région. Et puis, pour finir, au-delà d'un appel effectif de l'ensemble des parties prenantes à mieux dialoguer, à apporter du dialogue social, y compris dans les petites entreprises, peut-être moins que les autres, cette idée que l'échelle métropolitaine était une bonne échelle, une très bonne échelle pour, alors coordonner, c'est beaucoup trop... Entre région et mairie, quoi, c'est ça dans l'idée, Entre région et mairie, entre vous ne mouillez pas, Je me mouille pas parce que, en général, on accorde beaucoup trop d'importance aux questions de périmètre. C'est finalement pas si grave que ça, dès lors que l'ensemble des acteurs sont autour de la table. Et que là, il y a effectivement énormément d'initiatives locales
qu'il faut distribuer, expérimenter et pour lesquels, à minima, l'information doit circuler, sachant que des dispositifs plus formels existent et que l'intérêt d'une animation de ce type, c'est aussi de dépasser les cadres formels de dialogue social, de dialogue entre les pouvoirs publics et les entreprises pour avoir des projets communs. Avec le territoire et le bassin d'emploi en dénominateur commun, en quelque sorte, de réflexion, quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Hoffner. Alors, il m'appartient de vous dire ce qui a été dit, ou de vous résumer à gros traits ce qui a été dit lors de la table ronde sur le nautisme, une filière d'avenir. Il n'y avait pas de point d'interrogation dans le programme, mais on a bien fait, les organisateurs ont bien fait de ne pas le mettre parce qu'il est clair, les responsables des fédérations nationales sont venus nous le confirmer que c'est une filière d'avenir. Nous avons à Bordeaux deux grandes entreprises, une privée, Chantier Naval de Bordeaux, filiale du groupe Beneteau, 550 salariés, 120 millions d'euros de chiffre d'affaires, une publique, Grand Port Maritime de Bordeaux. Je sais qu'il y a des débats sur le premier qualificatif de son appellation, Grand Port, mais 390 salariés, 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. La France est un pays majeur en matière de nautisme, il exporte, on y tient les bonnes positions, même si l'Afrique du Sud est en train de s'y mettre, et si tout le monde regarde un jour la Chine, quand la Chine s'éveillera aussi sur ce secteur-là. Bordeaux a des atouts à faire valoir. Bordeaux bénéficie d'un développement du tourisme fluvial. Le nautisme, il y a une belle carte à jouer. La réparation navale aussi, il y a des projets importants en matière de réparation navale et de refit. Évidemment, nous avons parlé de ce fameux refit. Nous avions le président du cluster qui veut, c'est là, on rebooste, on requalifie un peu complètement les bateaux. Évidemment, on a parlé du potentiel bordelais. Il y a la Garonne, c'est plus facile avec la Garonne pour faire ça. Il y a un port qui est volontaire pour le faire. Et il y a des débats aussi sur l'endroit où il faudrait le faire. On a parlé, je crois qu'il y avait une petite attention malicieuse de Vincent Feltès. On a parlé du bassin à flot et de l'intention et de la création de cet atelier de refit sur les bassins à flot. Est-ce qu'on peut avoir de l'industrie dans le centre Bordeaux? C'est une des questions qui n'a pas été tranchée, qui a été évoquée autour de cette table ronde. Et les acteurs, notamment l'adjoint au maire de Bordeaux, M. Reffers, nous a bien dit qu'il y avait des discussions en cours et qu'on ne pouvait pas préjuger de ce dialogue entre promoteurs et industriels du nautisme sur cette localisation d'activité sur les bassins à flot. Bref, on attendra de savoir ce que Cube et Ville, ici, les gens qui ont entendu ces débats de cet après-midi seront heureux d'entendre ce que Cube et Ville sont prêts à faire en la matière. On a aussi insisté, plusieurs syndicalistes y ont insisté sur le potentiel de main-d'œuvre et le bénéfice qu'il y aurait pour l'agglomération, insisté sur la formation et le développement d'une main-d'œuvre qualifiée en matière de nautisme. Voilà pour le nautisme. Je donne la parole maintenant à Sandra Moati, donc, qui est journaliste à Alternative économique et qui a animé la table ronde qui précédait sur le financement de l'économie locale et des outils de ce financement. Oui, écoutez, je pense qu'il y avait un certain nombre de personnes présentes qui sans doute trouveront ma synthèse hâtive et maladroite. Je suis désolée, l'exercice est un peu difficile et il sera bref. Il me semble que les points, les nœuds de cette table ronde, ça a d'abord été le constat de la transformation du paysage bancaire. Avec l'idée qu'effectivement le paysage bancaire était vraiment en évolution, notamment du fait de la transformation des règles prudentielles, et c'est un point qui a été rappelé à la fois par le représentant de la Banque de France et par celui de la Fédération française des banques, l'augmentation, le doublement des exigences de fonds propres que les banques doivent afficher face au crédit. Néanmoins, il nous a été dit que, en général, les entreprises en Aquitaine avaient un relativement bon accès au crédit, du moins en ce qui concerne l'investissement, avec une obtention des prêts dans un nombre très respectable de 90% des cas, avec un double bémol, un effort d'investissement qui semble faible, très faible pour un nombre conséquent d'entreprises, et en revanche une certaine fragilité en termes de trésorerie. En filigrane, néanmoins, il y a un thème qui a été abordé un petit peu, enfin, pas de front, mais qui a été évoqué, qui est le fait que face à cette transformation du paysage bancaire, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire se tournent de plus en plus vers les marchés pour leur financement. C'est une tendance tout à fait massive pour l'année 2012 et c'est également le cas, cela nous a été dit, pour les collectivités locales elles-mêmes, puisque la région Aquitaine
s'est tourné vers les agences de notation pour obtenir une note, qui est d'ailleurs excellente, c'est très bien, pour pouvoir lever de l'argent directement sur les marchés. On peut s'interroger sur le caractère positif de cette évolution, mais en tous les cas, c'est manifestement une tendance inattendue, un résultat inattendu de la crise que nous vivons depuis 5 ans. Un autre point qui a été évidemment abordé, c'est la constitution de ce pôle d'investissement, en fait un pôle de financement public avec la BPI dont plusieurs représentants se sont exprimés et qui semble prêt à rentrer en ordre de marche, puisque en fait ses composantes fonctionnaient déjà largement, avec des problématiques Ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est toutes les problématiques d'articulation et de coordination extrêmement complexes que tous ces outils soulèvent. Et je trouve qu'un des termes qui a été le plus utilisé, c'est celui d'effet de levier. Finalement, le petit fonds d'amorçage de Technostart nous dit qu'il joue un effet de levier, enfin un rôle d'effet de levier pour attirer l'attention et pour attirer les fonds régionaux et nationaux, enfin ceux des collectivités, des régions ou de l'État à travers la BPI, sur certaines entreprises. Et ces fonds eux-mêmes, enfin ces fonds publics disent qu'ils jouent un rôle d'effet de levier pour amener les capitaux privés à s'investir dans les entreprises. Donc, et au final, les banques nous disent oui, mais nous, finalement, on ne peut pas prendre tant de risques que ça. Donc, on se demande où cette série de leviers, d'acteurs se faisant marchepied les uns aux autres nous mène. Et c'est peut-être le dernier thème sur lequel je voudrais insister. Enfin, c'est un thème aussi qui est reparu dans le discours de nombreux intervenants, qui est celui de la mobilisation de l'épargne. Avec au-delà des clivages et des accords qui ont pu apparaître, il me semble que c'est quand même un thème assez consensuel, celui du fait que la France est un pays qui épargne beaucoup et que cette épargne n'est pas orientée suffisamment vers le financement des entreprises. Comme vous le savez, il y a un rapport sur le sujet qui a été rendu récemment au gouvernement et il faut espérer que nous progresserons dans cette voie-là. Je vous remercie. Merci beaucoup Sandra Moati. Bon, je me tourne maintenant vers le préfet, les élus, M. Feltès, Rousset, Juppé, Mme Doucet, M. Glaise. Je voulais savoir peut-être dans un premier tour de table comment vous réagissez à ce qui vient d'être dit, à ce que vous venez d'entendre, et plus globalement, ce que vous pouvez nous donner les orientations qui sont les vôtres, ou les idées, ou les pistes de travail, de réflexion que vous avez pour créer donc, puisqu'on est dans le premier sommet économique et social de la métropole bordelaise, pour esquisser, pour travailler à la création des 75 000 emplois qui seront sans doute nécessaires pour occuper et faire travailler, pour s'épanouissent le million d'habitants qui habitera l'agglomération bordelaise d'ici à 20 ans. Est-ce que c'est une... Qui peut prendre la parole en premier? Peut-être Monsieur le Préfet, vous parlez en dernier, en premier, je ne sais jamais, avec le Préfet, vous préférez attendre? Vincent Feltès, peut-être, allez, vous êtes l'initiateur de cette réflexion, peut-être vous pouvez nous faire part de vos premières réactions à ce que vous venez d'entendre? Bon, peut-être quelques mots. Déjà, bonsoir à toutes et à toutes celles et ceux que je n'ai pas encore vus. Merci à Alain Juppé, Alain Rousset, Monsieur le Préfet, Sandrine, Jean-Luc Glaise, d'être présents autour de ce premier sommet économique et social de la métropole bordelaise. Ça fait des années que les collectivités locales et l'État travaillent sur les questions d'économie et d'entreprise, donc il n'y a pas forcément de nouveauté. Il ne faut pas non plus penser qu'on va inventer une baguette magique, et en tout cas ce n'est pas l'état d'esprit dans lequel je suis. On a eu ce matin un certain nombre de chiffres. Ces 20 dernières années, on a créé 75 000 emplois, ce qui n'est pas neutre. Ces 3 dernières années, on a créé 3 000 emplois nets, ce qui nous classe en tête au niveau national, même si, quand on regarde le détail, on est un peu moins dynamique que Nantes ou Toulouse, et on a peut-être un certain nombre de points de fragilité. En revanche, la nouveauté dans ce sommet métropolitain, c'est d'appréhender les choses à l'échelle de la métropole, qui nous paraît être un territoire pertinent, d'appréhender les choses avec l'ensemble des acteurs, pas question de superposer, de rajouter, mais en même temps, la discussion de ce matin était extrêmement intéressante et riche, comme l'a signalé Jean-Marc Hoffner, puisqu'on avait tous
les organismes patronaux, tous les syndicats, tous les représentants de l'État, et que finalement cette configuration n'est pas si fréquente que ça. On a repris la tradition de l'État il y a quelques mois, mais dans lequel les syndicats de salariés n'étaient peut-être pas aussi présents que cela. Notre volonté, elle est d'avancer de deux manières. C'est à la fois une capacité de réactivité quand il y a un coup dur. Jeudi, on sera quelques-uns pour une table ronde sur Mode 8. Il y a quelques jours, on signait pour Ford. Il y a quelques semaines, on se félicitait de l'investissement de Thales sur l'agglomération bordelaise. Il y a quelques années, on s'est battu pour le maintien de Sogerma. On a eu, grâce au partenariat avec la région, de très belles réussites dans le domaine universitaire. Donc, capacité de réactivité et de mobilisation forte de l'ensemble des acteurs sur tous les types d'emplois, y compris les services à la personne qui sont beaucoup aidés par le Conseil général de manière indirecte, mais aussi nécessité pour la puissance publique de réimpulser un peu du temps long. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une crise majeure, ce n'est pas parce que chaque semaine il y a une mauvaise nouvelle qu'il faut qu'on se départisse d'une stratégie. Et tout l'enjeu, c'est ça. C'est d'arriver à articuler un temps assez court avec un temps plus long et d'articuler la mobilisation des acteurs. Parce que des leviers, on en a. Il y a bien sûr ce que les communes font, ce que la région fait, ce que le département fait, puis il y a aussi notre force de frappe financière au niveau de la communauté urbaine. Je rappelle juste un chiffre. Ces dernières années, on a investi chaque année à peu près 365 millions d'euros. On dit grosso modo qu'1 million d'euros investis, c'est à peu près 15 emplois directs ou indirects. Ça veut dire ces dernières années, juste la CUP, par ces investissements, a créé ou permis le maintien de 65 000 emplois, ce qui n'est pas totalement neutre. En revanche, tout le sujet, c'est comment on arrive à démultiplier notre force d'intervention et comment on arrive à raccourcir des temps d'intervention quand il y a des coups durs. Donc c'est l'objectif de ce sommet métropolitain économique et social. Et je veux dire, simplement, votre présence ce matin et ce soir montre que ce premier objectif est atteint, ce qui n'était pas le moindre des paris. On sait qu'on a encore des problèmes d'appréhension entre nous, de divergence de vues sur certains dossiers. On a aussi le sentiment qu'on tient quelque chose d'assez précieux et de voir comment on fait prospérer ce côté précieux, tout en ayant bien conscience qu'on a 58 000 demandeurs d'emploi sur l'agglomération bordelaise. Alain Rousset, comment vous réagissez à ce que dit Vincent Feltès? Bien, je réagis bien. Mais encore. Écoutez, pour être franc, lorsque j'ai vu cette initiative, je me suis dit, tiens... Qu'est-ce qu'il vient faire? Un peu. Ah, mais je savais bien. On est encore en train d'empiler dans le millefeuille. Bon. Il se bat à Paris pour que ça cesse et ça se fait Voilà. en dessous. Mais bon, comme j'aime bien Vincent, comme j'ai confiance en lui, je me dis, il y a bien sûr une réflexion à mener. Bien sûr. Et une réflexion peut-être, comme il l'évoquait tout à l'heure, sous forme de table ronde. Essayer de voir un peu si dans les secteurs économiques, parce que là nous sommes sur l'emploi, la région, par ses compétences, intervient plus dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'emploi industriel, de services aux entreprises. Il y a des choses à faire. Je pense, et pour avoir présidé cette maison, les agglomérations sont bien entendu au cœur d'un certain nombre de problématiques liées à l'environnement de l'emploi. Ne serait-ce que le monde commercial. Comment maintient-on dans une agglomération un monde commercial qui, on le sait, je parle des petits commerces ou des commerces de spécialité, est plus créateur d'emplois, beaucoup plus créateur d'emplois que l'hypercommerce. Comment, on terminait cet après-midi avec l'Association nationale des libraires, maintient-on des activités culturelles à travers le réseau des libraires indépendants? Sinon peut-être en inventant ensemble, avec la région, mais on ne peut pas le faire sans que la communauté urbaine soit là, une politique foncière et immobilière à destination de ces entreprises-là. Comme on le fait d'ailleurs sur le plan de la santé. Les maisons de santé, c'est une façon de mutualiser les lieux où l'on va maintenir, en banlieue, dans des zones rurales, les médecins. Comment
puis-je, en tant que président d'une région qui a comme compétence le développement industriel, assurer l'arrivée et la localisation d'entreprises s'il n'y a pas une réflexion foncière et immobilière à des prix intéressants, que ce soit dans cette intercommunalité intégrée qu'est la communauté urbaine de Bordeaux, mais que ce soit aussi dans les autres intercommunalités ou les autres sites d'Aquitaine. Lorsque l'on transforme, qu'on recrée l'usine Turboméca à Bordes, qui est quand même pas une grande ville, eh bien il y faut le département, il y faut aussi... L'État? Un peu. Ah, enfin, un peu quand même. C'était un peu, mais c'était surtout la région. 4 fois plus. Hein, le FEDER 5 fois plus. Le FEDER aussi. 5 fois plus, puisque la région a investi 20 millions d'euros. Mais c'est le job, je ne critique pas. Je veux dire, faisons attention. Donc il n'est pas possible qu'une agglomération ne se préoccupe pas de son développement économique. Les emplois de service, ce n'est pas le job de la région. Je n'ai pas le droit d'intervenir dans ce domaine-là de la part des nomenclatures européennes. Par contre, c'est la région qui forme les aides-soignantes ou les infirmières. Et on est en coopération avec chacun des départements. Et quand je regarde au CHU, eh bien, je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'emplois d'infirmières, malgré celles que l'on forme, qui ne sont pas pourvus. Comment peut-on, en débattant avec le CHU, faire en sorte que dans le centre de cardio de Michel Heiseguer, il ne manque plus les 20 infirmières qui lui manquent, et qu'on est obligé de faire de l'intérim qui coûte 3 fois plus cher. Il y a des thèmes de réflexion. La filière nautique, vous l'avez évoqué. La filière nautique, c'est non seulement les 350 emplois de CNB, c'est d'autres emplois sur le bassin d'Arcachon, c'est aussi l'activité nautique de Bordeaux. À partir du moment où le fleuve se retrouve être un lieu de plaisance ou de développement, où on aura un nombre de bateaux qui circuleront, qui caboteront sur la Garonne, même si ce n'est pas toujours facile, à ce moment-là, on aura un besoin de maintenance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a ce système-là qui existe. Voilà, donc il y a une complémentarité. Voilà. L'autre point que je voulais évoquer, j'y reviendrai si on le souhaite tout à l'heure, moi sur le plan industriel, puisque c'est le développement économique dans le cadre des règles européennes, je suis résolument offensif et pas défensif. Certains d'entre vous ont lu, il y a quelques mois de ça, dans Le Monde, un article du CNRS, c'est-à-dire un article argumenté financièrement, en termes d'emploi, en disant que la France restait scotchée sur des secteurs en déclin. Nous le vivons. Ça ne signifie pas que les secteurs du bois sont des secteurs qui doivent décliner. Ça signifie que si on n'investit pas massivement dans du design, dans des produits nouveaux, dans le bois comme biomasse, eh bien, on va avoir des problèmes. Regardez ce qui s'est passé à Jetmo. On dit à la région, aux chefs des entreprises d'Agetmo, vous ne pouvez pas rester dans une fabrication traditionnelle de chaises. On lui dit, faites du design, modifiez, développez la gamme, utilisez l'autre bois. Rien ne le fait. Rien ne se fait. Total, 600 emplois sur le tapis. C'est ça le constat. À partir du moment, pour qu'un secteur industriel se modernise, qu'il soit nouveau, et c'est ce qu'on essaye de faire, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, si j'ai de nouveau la parole. Bien sûr, bien sûr. Il faut, 1, de l'innovation, 2, de la formation, 3, de l'investissement, et une écoute du marché, c'est-à-dire des clients. Parce que si les produits que l'on fabrique se vendent plus, ça a été le cas de Ford, à un moment donné, il faut reconvertir, il faut changer. Et on peut reconvertir. Regardez le résultat du bassin de Lac. Le bassin de Lac avait, avec le gaz, 5000 emplois directs industriels. Il a aujourd'hui 5000 emplois directs industriels, mais avec des emplois d'une autre qualité et d'une autre performance. Et si j'ai autant engagé la région, d'une part dans la politique de l'université et de la recherche, je rappelle qu'on est la seule région à investir plus de 10% de notre budget sur l'université et la recherche. Pourtant, ce n'est pas naturellement de la compétence de la région, on me le rappelle parfois. Mais le résultat, c'est que l'attractivité, grâce au laboratoire, est devenue considérable. Regardez les résultats du grand emprunt. Toutes les équipes qui ont été continuellement financées par la région,
dans tous les domaines des résultats positifs du grand emprunt sont les équipes qui ont été financées depuis 10-12 ans par la région. Regardez la formation. Simplement, je le dis aux intervenants, il ne faut pas, à travers des initiatives positives, qu'on ait l'impression de réécrire l'histoire qu'on a commencé à travailler depuis 12 ou 14 ans. Sur le plan de la formation, aujourd'hui, que ce soit sur la traîne, c'est quand même quelque chose qui a explosé complètement. Certes, il y a l'arrivée de la structure de maintenance, et c'était une décision essentielle. On a toutes les entreprises autour de la table. Regardez ce qu'on fait, je ne parle pas de l'agglomération, mais je donne des exemples qui sont similaires, sur Nontron, disparition de la chaussure. Aujourd'hui, on est en train de recréer par la formation un lieu d'attractivité et de développement. Mais, pardon de le dire, s'il n'y a pas un pilote dans l'avion, que ce soit au niveau des collectivités locales ou au niveau des entreprises, ça ne peut pas marcher. Et pour vous, c'est la région? Oui. Très bien. OK, on a compris le message. Pour une dernière raison, j'en terminerai là, c'est qu'en France, on a le coût de la décision publique plus cher qu'ailleurs et le temps de la décision publique plus long qu'ailleurs. Quand vous n'avez pas un responsable qui peut se faire interpeller par vos concitoyens quand vous vous faites élire ou quand vous avez un problème, quand ces 4 structures, 5, 6 structures, eh bien à un moment donné, tout le monde attend l'autre et rien ne se décide. Alain Juppé, je vous donne volontiers la parole maintenant. D'abord un mot sur la méthode, sur ce premier sommet économique et social de la métropole bordelaise. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative et quel avenir vous lui voyez, d'une part? Et deuxièmement, quelles sont d'après vous ces filières sur lesquelles l'agglomération, la ville, l'agglomération gagnerait à travailler, à réfléchir pour encourager les développements de l'emploi qui sont nécessaires? L'emploi, c'est à l'évidence le sujet numéro 1, et tout particulièrement pour notre agglomération. D'abord parce que le contexte national est ce qu'il est, j'y reviendrai dans un instant, et ensuite parce qu'il se trouve que nous sommes une agglomération et une ville en croissance démographique, que c'est une chance. Quand on observe l'histoire économique, on voit qu'il y a toujours une corrélation entre croissance démographique et croissance économique, mais que ça nous crée évidemment des obligations par rapport aux familles qui viennent s'installer, dont très souvent l'un des 2 membres est dans la recherche d'emploi. Donc c'est le sujet majeur, et de ce point de vue, l'initiative de ce sommet économique et social est bien évidemment bienvenue. Permettrez, et je vous dis tout de suite que, voilà, je ne redemanderai pas la parole, donc j'utilise mon temps de parole d'emblée, de vous donner quelques-unes de mes analyses ou de mes convictions. Pour moi, la priorité absolue, c'est l'entreprise. Ce sont les entreprises qui créent des emplois et ce sont les entrepreneurs qui créent des entreprises. Alors certes, dans l'entreprise, il y a des salariés, il faut en tenir compte, le dialogue social est absolument essentiel, mais il faut recréer les conditions favorables à l'entrepreneuriat. On ne s'exonérera pas de cette nécessité absolue. Et là, je voudrais décliner les choses à plusieurs niveaux. Vous nous avez invités tout à l'heure à ne pas faire de politique, à ne pas parler de choses nationales. Bon, ok, je comprends, mais enfin, on n'est pas un îlot dans une vaste océan, nous sommes dans un pays, et je dirais, sans aucun esprit de polémique, que le contexte national est défavorable aujourd'hui à l'entrepreneuriat. Du fait de l'excès du prélèvement fiscal, du fait de la prolifération des normes, qui va sans doute reculer de manière spectaculaire compte tenu du choc de simplification annoncé par le président de la République, et du fait d'une certaine dégradation de la confiance, et d'abord de la confiance des entrepreneurs et des investisseurs. Bon, il faudra corriger tout ça, ce n'est pas l'objet de ce sommet. Deuxième niveau d'analyse et d'action, c'est le contexte régional. Et là, je dirais sans aucune hésitation qu'il est positif ici. Nous avons à ce niveau-là une région qui est active et qui joue bien son rôle, en parfaite complémentarité avec l'État, parce que la région ne peut rien faire sans l'État. Je voudrais rappeler que les pôles de compétitivité qui ont été lancés par un gouvernement antérieur, je crois que c'était celui de Dominique de Villepin, et qui sont une bonne idée, associent l'État, les entreprises, les collectivités territoriales et les universités. Deuxième exemple, ce que nous avons fait précisément pour les universités, le plan Campus et le programme des investissements d'avenir que j'ai porté sur les fonds baptismaux avec Michel Rocard, c'est l'État
qui en a pris l'initiative, c'est l'État qui a mis sur la table 35 milliards d'euros. Les régions, et en particulier la région Aquitaine, ont absolument relayé dans des conditions très positives, mais c'est dans ce partenariat qu'on est arrivé à faire bouger les choses. Au niveau régional, ce qui me paraît aussi positif, c'est l'action qui est faite en matière de formation. Alain Rousset a donné quelques exemples tout à l'heure. Moi, je trouve par exemple ce qui a été fait à la Traîne est exemplaire. Et développer un outil de formation dans l'aéronautique. Qui devait fermer. Oui, et qui a été pas fermé parce que le ministre de la Défense de l'époque s'est montré ouvert aux sollicitations du président de la région. N'ayez pas l'air de ne pas écouter, Alain, c'est à vous que ça s'adressait. Voilà. Donc ça c'est très bien, parfait. Sur le financement, la région a son rôle à jouer. Permettez-moi d'émettre simplement quelques scepticismes sur l'absolue nécessité de créer un nouveau machin qui s'appelle la Banque pour l'investissement, la Banque publique pour l'investissement, la BPI. Oseo fonctionnait très bien et en renforçant Oseo, on pouvait très bien atteindre le même résultat, mais enfin, on verra bien si c'est utile. Et puis il y a le niveau de l'agglomération, et j'arrive là. Et il est évident, et je le dis aussi à Alain, qui est plus préoccupé de parler à Vincent que de m'écouter, mais enfin ça va se corriger. Mon cher Alain, je disais que certes la région a un rôle leader en la matière et personne ne le conteste, mais vous n'empêcherez pas une agglomération de la taille de la communauté urbaine de Bordeaux, ni une ville comme la ville de Bordeaux, de ne pas s'impliquer dans son développement économique et social. Nous avons donc, et c'est parfaitement légitime, en accord avec la région, une stratégie de développement économique. Et je voudrais insister, je vous rassure, Monsieur Gilles, assez brièvement, sur 5 points. Je ne suis pas inquiet. 5 points. D'abord, attractivité. Si on veut que les entreprises se développent, que de nouvelles entreprises arrivent, il faut que le territoire soit attractif. Le boulot est fait. Voilà. Il y a encore des améliorations possibles, mais nous sommes aujourd'hui un territoire attractif. J'attache une crédibilité limitée à tous ces classements qu'on voit fleurir semaine après semaine, mais Bordeaux a été classé comme la ville la plus attractive de France, Paris étant hors concours naturellement. Donc l'attractivité, elle est là grâce au travail notamment que nous avons fait à la ville et à la Cube depuis une quinzaine d'années tous ensemble. Deuxième sujet pour créer ce climat favorable à l'entrepreneuriat, l'accessibilité de la ville. On a beaucoup rattrapé par la route, à 89, à 65, à 63, par le rail, l'arrivée de la ligne à grande vitesse en 2017. Je viens de signer ou de co-signer avec beaucoup des personnalités ici présentes une lettre au gouvernement pour insister sur la nécessité absolue d'enclencher le GPSO, c'est-à-dire Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-frontière espagnole, qui sera un atout formidable pour nos territoires. Par l'air, ça marche pas trop mal. L'aéroport est en train d'anticiper sa reconversion. Il faut naturellement accélérer la liaison aéroport-gare en passant par le centre-ville. Tous les gens qui vont de l'aéroport, qui arrivent à l'aéroport ne vont pas à la gare. Il y en a beaucoup qui vont en ville et inversement. Et puis il y a la mer. Et là, c'est le domaine dans lequel on a à faire des progrès sensibles. Je pense, pour avoir bien réfléchi, que ça ne serait pas une mauvaise idée que de donner la responsabilité du grand port maritime de Bordeaux à la région, qui m'arrive d'être régionaliste de temps en temps. Dans l'accessibilité, il y a aussi... Et pourquoi Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'impulsion. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de dynamisme, pardon, ce n'est pas un jugement sur les hommes. Le directeur du port disait plus 12% fin mai quand même, par rapport à fin mai de l'année dernière. Oui, écoutez, bon, je ne veux pas polémiquer, mais enfin, le grand port maritime de Bordeaux, c'est un port, il est maritime, il est à Bordeaux, mais il n'est pas grand. Voilà, donc c'est une réalité à laquelle nous sommes confrontés. Donc là, il y a un vrai problème, et je le répète, ce n'est pas un jugement sur les hommes. M. Masson est un excellent directeur général, et aujourd'hui, la configuration fait qu'il n'a pas les moyens de progresser. Je parlais toujours en termes d'accessibilité, de fluidité intérieure. Bon, je ne veux pas développer, mais enfin, dans tous les classements, on est très bon, sauf en congestion urbaine. On est la troisième, la plus mauvaise agglomération de France, d'où nécessité d'accélérer la rocade, et l'État là-dessus a un rôle majeur à jouer, et puis nécessité de rouvrir le dossier du délestage de la rocade, du délestage du grand trafic international de la rocade. On a enfin des vrais chiffres, et on se rend compte qu'aujourd'hui, que ce transport de poids lourds internationaux, c'est 30% du trafic sur la rocade Est. 30%. Donc, nous avons suggéré une politique de barreaux reliant les différentes autoroutes qui se concentrent sur l'agglomération. Peut-être faut-il y réfléchir. Troisième point, j'essaye d'accélérer tout en restant aussi clair que possible. Offre foncière et immobilière. Si on veut que des entreprises se développent ou viennent, il faut développer notre offre foncière. Il se trouve que j'ai visité cet après-midi 3 petites entreprises bordelaises, de 15 salariés chacune, dans le domaine des services et dans le domaine du commerce. Et 2 d'entre elles m'ont dit, on cherche des locaux, on n'en trouve pas.
Nous avons encore un mètre carré de bureau à Bordeaux qui n'est pas si cher que cela, contrairement à ce qu'on dit. On est 6e ou 7e, je crois, dans la classification des grandes agglomérations. Mais il faut développer cette offre sur les grandes zones d'activité, sur Bordeaux et Atlantique, je n'y reviens pas, je crois que vous en avez parlé, et puis dans tous les nouveaux quartiers. Et permettez-moi à ce sujet de répondre à votre interpellation sur le nautisme. Dans tous les nouveaux quartiers, moi je plaide pour la mixité fonctionnelle, la mixité sociale. C'est ce que ça veut dire, la mixité fonctionnelle, c'est-à-dire faire à la fois du logement, mais aussi des locaux d'activité pour qu'on puisse rapprocher l'emploi de l'habitat. Et donc je suis favorable, bien entendu, à ce que dans ces nouveaux quartiers, il y ait des activités économiques. Prenons l'exemple du nautisme. D'abord, CNB. On parle tout de suite du refit dans les bassins à flot. D'abord, CNB. CNB est une magnifique entreprise, et aujourd'hui, CNB veut doubler son installation. OK, moi je ferai tout pour que CNB puisse se développer sur le site où il se trouve aujourd'hui, même si ça nous pose quelques problèmes dans l'aménagement du secteur de Brazza. Deuxième exemple, le refit des bassins à flot. Je suis tout à fait favorable, mais je voudrais quand même bien resituer les choses dans leur contexte. Nous avons approuvé à une large majorité, avec enthousiasme, le plan guide de l'aménagement des bassins à flot. Et ce plan guide, il veut faire de ce secteur un secteur résidentiel avec des activités. Nous avons délivré des permis de construire pour plus de 2000 logements. 2000 autres logements sont encore en cours d'instruction. OK, il faut donc que l'installation du refit soit compatible avec un quartier qui a une vocation résidentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne me grillage pas la totalité de la plaque portuaire à cet endroit des bassins à flot, parce qu'on doit pouvoir continuer à circuler à pied, en vélo, autour de la plaque portuaire. Et deuxièmement, ça veut dire qu'il faut maîtriser la question des nuisances sonores et olfactives sur l'environnement immédiat. Si on arrive à trouver des solutions, et on y arrivera, je n'ai rien contre ce refit et je ne comprends pas même que la question puisse se poser. Quatrième point, les filières, je passe vite, on les connaît, je voudrais insister sur deux d'entre elles, les tourismes. Tourisme d'affaires, nous avons été en 2011 première ville après Paris, je ne sais pas ce que donnera le classement 2012, on va avoir un problème. Oui, moi j'essaie d'être aussi concret que possible, il faut qu'on rénove le hall 1 et le hall 2 de notre part des expositions. On a construit un hall tout neuf il y a quelques années, le 3, on a un palais des congrès tout neuf, on a le H14, on a la Cité mondiale, on a les locaux sur la place de la Bourse, il va falloir qu'on rénove ce parc des expositions. Donc le tourisme fluvial, chance extraordinaire, bon, je passe là aussi. Et deuxièmement, dans ces filières, il y a une deuxième qui me paraît absolument essentielle, c'est la filière numérique. Nous avons à la fois des grosses entreprises à Bordeaux, Cdiscount, et puis toute une pépinière de start-up qu'il faut aider avec des pépinières et peut-être d'autres moyens de les aider. Enfin, dernier point, je m'arrête là, et peut-être que ça paraîtra un peu trop rapide, j'en sais rien, ou un peu simpliste, mais je n'ai pas le temps de développer, le marketing territorial. J'ai une allergie pour le franglais, donc Osez Bordeaux. La promotion du territoire, il faut que nous soyons plus présents sur les grands médias pour faire connaître nos atouts. Alors d'abord, il faut se mettre d'accord sur la marque. On a eu des débats, je vais dire sans fin, non pas du tout, qui ont abouti à BGI ou ailleurs. Pardon, ce n'est pas du tout une volonté d'hégémonie de la ville de Bordeaux, mais la marque, c'est Bordeaux. C'est ça qui permet de se vendre le mieux à l'international. Et à partir de là, on a décliné ce message qui est Osez Bordeaux et qui ne s'adresse pas aux Bordelais, qui s'adresse à l'extérieur de Bordeaux, parce que nous avons encore l'image d'une agglomération dynamique, attractive, où il fait bon vivre, mais où le tissu économique est mal connu et où on ne sait pas trop encore ce qui se passe de ce point de vue-là. D'où l'idée, oser venir investir, travailler, créer, entreprendre à Bordeaux. Et nous avons essayé de mobiliser des ambassadeurs de ce message qui se déplacent à l'international pour le communiquer. Mais il vous faudrait quelques euros de plus pour le faire. Il vous faudrait quelques euros de plus pour le faire. Et de l'imagination, vous savez. Par exemple, il y a eu 400 000 visiteurs sur les quais sur Bordeaux-Atlantique et ils ont vu Osez Bordeaux, 400 000 personnes et ça n'a pas coûté grand-chose, le prix d'une affiche sur les stands qui étaient sur la fête du fleuve. Avant de donner la parole à Jean Anglais, je voudrais revenir vers Vincent Feltas. Je lui demander en termes de filière, vous insistez souvent sur le développement endogène de l'agglomération, l'économie sociale et solidaire, les services, ça a été évoqué tout à l'heure par M. Hoffner. Quels sont, d'après vous, on ne va pas tout lister et faire les comptes aujourd'hui, mais ces filières sur lesquelles l'agglomération pourrait s'appuyer pour atteindre l'objectif? Sur les filières, si on est sur l'industrie, on a bien sûr la filière aéronautique qui a été structurée. On a accueilli la CIMAD il y a quelques mois. On a l'aéroparc, on a l'aérocampus, on a Thales qui investit. Donc on a quand même quelque chose d'extrêmement important autour de l'aéronautique.
Je me permets aussi de mentionner, même s'il y a des difficultés aujourd'hui, la filière du BTP. Quand vous faites la somme des investissements qu'on fait sur Euro-Atlantique, qu'on fait sur les franchissements, qu'on fait sur le tramway, la multiplication par 2 de la production de logements, il y a évidemment un effet, mais il faut qu'on ait la main-d'œuvre formée et qu'on puisse démultiplier les choses. Il y a tout ce qui est économie sociale et solidaire. Je cite toujours ce chiffre. Grosso modo, il y a plus d'emplois en France dans l'économie sociale et solidaire que dans les entreprises du CAC 40. Et je pense qu'on a énormément de petites pépites autour de ça, que vous connaissez toutes et tous, qu'il faut aussi aider. Et des milliers de microstructures qui pourraient grandir, c'est ça? Oui, des milliers de microstructures. On a toujours, nous, moi le premier, la fascination pour les grosses entreprises. En plus, c'est l'ancien maire de Blanquefort qui vous parle. Mais en même temps, le quotidien est parfois un peu différent. Après, on a effectivement la filière du tourisme, qui est toujours un peu mésestimée en France. Pareil, le tourisme représente à peu près 10% du PNB en France. Dans notre région, c'est encore plus important et on a un effet de levier très important. On sait qu'on a l'attractivité, mais on n'a pas tout à fait les capacités d'accueil, on n'a pas tout à fait l'offre marketing, on n'a pas tout à fait le packaging qui peut nous permettre de créer des centaines d'emplois supplémentaires. On a toute la filière quand même autour de l'enseignement supérieur, de la recherche, des grandes écoles, et c'est vrai, c'est ce que citait Pierre Goguet ce matin avec l'extension de BEM, 2000 emplois supplémentaires, 2000 étudiants supplémentaires et un étudiant est générateur de millions d'euros d'investissement. Donc on a vraiment énormément de choses qui fonctionnent bien. Puis on a tout ce tertiaire supérieur ou moyen supérieur qu'il faut faire monter en puissance. C'est l'objet d'Euro-Atlantique. Et on a globalement ce qu'on appelle l'économie créative qui ne représente pas forcément des milliers d'emplois, mais qui est extrêmement porteuse d'images. Au-delà du numérique, on a toute la bande dessinée. On est le deuxième pôle de bande dessinée en France après Paris. Toute l'image du jeu vidéo, et on accueillera dans quelques semaines le sénateur Gattolin qui fait une mission, et je pense que Flore Pellerin sera aussi là, qui participe de cette dynamique de l'agglomération bordelaise. Et qu'est-ce que la CUB, l'établissement public communautaire, peut faire pour agir, arroser, développer, permettre l'épanouissement de ces filières que vous évoquez? Qu'est-ce qu'elle a en levier financier, réglementaire? La CUB, elle a 2 choses. Déjà, elle a une capacité, comme on le fait là, de mettre les acteurs autour de la table et de débloquer les choses. Par exemple, sur le dossier du CNB, sur lequel pour lequel on a attiré mon attention il y a quelques mois, on est allé les voir, on a mobilisé les services de l'État. Au mois de juin, il y aura une délibération en Conseil de CUB pour vendre le foncier nécessaire pour les mètres carrés, et le CNB a un plan de charge qui fait que ça peut être quelques dizaines, voire centaines d'emplois. Après, sur certains grands dossiers, type Thales, type Ford, type First Solar, même s'ils ne sont pas venus, l'idée c'est qu'on arrive à faire une offre globale avec l'aide de la région qui a des aides directes, nous qui mettons des politiques foncières en place, qui sommes capables d'être réactifs sur l'aménagement et qui surtout simplifient la vie des investisseurs quand ils veulent venir sur l'agglomération bordelaise. Et cette qualité de réactivité, d'écoute, nous a permis d'avoir un certain nombre de succès. Très bien, je donne volontiers la parole à Jean-Luc Glaise, et je voudrais aussi tout à l'heure entendre à nouveau Alain Rousset sur la mobilisation de l'épargne populaire. On a parlé du gros fort taux d'épargne en France, et je sais que ça a été un de vos combats au sein du gouvernement, enfin avec les décideurs actuels en responsabilité à Paris, et voir ce qui est difficile à enclencher dès qu'on parle de ce sujet lorsqu'on est à Paris. Mais Jean-Luc Glaise, qu'est-ce que le Conseil général, qui a tant à faire sur l'action sociale, peut faire en matière de développement économique? Bonsoir à tous. Permettez-moi tout d'abord d'excuser Philippe Madrel qui n'a pu être présent. Tout à l'heure, Alain Juppé évoquait la pleine légitimité, et Vincent Feltès également, de la CUB, de la métropole bordelaise, d'organiser un tel sommet économique et social. Bien évidemment, la CUB a pleine légitimité sur ce champ. D'abord parce que c'est un sujet qui est de toute façon toujours d'actualité et qu'il faudra bien évidemment toujours s'en saisir. Parce que l'éventail des intervenants présents aujourd'hui démontre l'intérêt et la diversité aussi des acteurs qui peuvent être intéressés par ce sujet.
Et puis, parce que s'il faut d'un côté conforter l'existant, comme Vincent Feltès l'évoquait, quelques exemples récents, Ford en particulier, ont pu le démontrer, il faut aussi être capable d'aller plus loin, de créer plus pour renforcer l'attractivité de cette métropole. Notre département, ici en Gironde, a justement cette particularité, qu'ont aussi quelques autres départements, d'avoir une métropole extrêmement forte. 80% de la population présente dans la métropole pour occuper 20% du territoire. Pardon, c'est l'inverse. 20%. Donc c'est ça, 80% de la population pour occuper 20% du territoire et 20% de la population dans le reste du département qui occupe 80% du territoire. C'est donc une particularité forte que d'avoir cette métropole. C'est donc aussi un facteur fort d'attractivité. Alain Juppé l'évoquait, le nom de Bordeaux est déterminant dans ce département. Il est déterminant en termes d'attractivité, c'est une réalité factuelle que tout le monde s'accorde à reconnaître. Et c'est bien de cette attractivité-là qu'il faut tirer effectivement l'intérêt pour l'ensemble du territoire, qu'il soit départemental, régional ou simplement effectivement celui de la métropole. Alors bien sûr, en traitant le sujet ce soir, et j'entendais tout à l'heure dans les conclusions qui ont été évoquées le fait que l'échelle métropolitaine était parfaitement pertinente pour s'occuper d'économie et d'emploi. Bien entendu, dans cette période d'acte 3 de la décentralisation en cours d'écriture, se pose la question effectivement des complémentarités territoriales. On évoquait tout à l'heure la question du millefeuille. Alors millefeuille, y a-t-il ou pas? Chacun peut avoir son avis. Toujours est-il que sur le sujet de l'économie et du social, il y a une nécessité impérative de complémentarité. Une complémentarité tout d'abord financière. Le département, par exemple, n'a pas du tout de compétences en matière économique, c'est la région qui l'a. Ceci étant, le département a une politique publique en matière économique. Ce que l'on peut constater, c'est que lorsqu'on s'occupe, par exemple, de cofinancer collectivement CUB, ville, région, département, chambre de commerce, Bordeaux-Gironde Investissement, dont je salue le président Cougrand dans la salle, eh bien, il y a bien un intérêt à ce que nous soyons ensemble autour de la table pour essayer de favoriser la prospection d'entreprises au profit de Bordeaux, de la métropole, du département et de la région. Lorsque la région, dans ses politiques, s'attache en particulier à la compétitivité, à l'innovation, aux filières majeures, eh bien, le département, lui, de son côté, s'intéresse à l'aménagement fin du territoire, aux petites TPE, aux petites PME qui n'ont pas forcément accès aux aides régionales d'État ou européennes, et s'intéresse au public, demandeurs d'emploi, aux bénéficiaires du RSA, qui créent leur propre activité. Donc il y a bien complémentarité financière et complémentarité de politique publique. Il y a aussi complémentarité territoriale. J'évoquais l'attractivité de la métropole et de Bordeaux tout à l'heure. Nous avons intérêt à mesurer la complémentarité des territoires, à la fois sur la question du foncier. Il y a du foncier pour de l'accueil d'activités d'entreprise dans la métropole. Et il y en a aussi dans le reste du département qui peut servir parfois pour implanter des entreprises qui ne seront pas toujours forcément tout à fait compatibles avec la métropole. Il y a forcément complémentarité territoriale sur la question de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, les personnes qui viennent travailler dans Bordeaux, et ceux qui prennent la rocade tous les jours le savent, ne résident pas dans Bordeaux intramuros, ni dans la CUB intramuros, mais arrivent aussi du reste du territoire départemental et régional. Ce qui rejoint forcément aussi des préoccupations départementales. Lorsque nous avons à nous préoccuper des transports interurbains et de la mobilité, bien évidemment, ces sujets-là sont intimement liés avec ce que nous avons à prendre en charge au niveau du département. Donc il y a bien une complémentarité territoriale évidente. Et puis il y a aussi une complémentarité par nature. Si l'on prend le sujet économique et social dans ses grandes largeurs, il y a, et suivant le sens dans lequel on le prend, l'emploi, la formation, le développement économique, ou dans l'autre sens, le développement économique, la formation et l'emploi. Et derrière l'emploi, il y a forcément le volet social qui intéresse le département. Plus il y a d'emplois créés à Bordeaux et dans la métropole, plus il y a de Girondins qui travaillent, moins il y a de Girondins demandeurs d'emploi et surtout de Girondins demain qui devront émarger au RSA que nous avons à financer. Donc il y a un lien très étroit, bien évidemment, entre ce qui se passe en matière de développement économique sur la métropole et ce que le département
doit prendre en charge au niveau du social. Donc s'il y a réussite en matière économique et sociale, elle passe bien évidemment par une action conjointe et commune de l'ensemble des collectivités et de l'État. Et nous avons vu la difficulté, vous évoquiez, Monsieur le maire, la question de la marque territoriale, enfin du marketing territorial et de la marque ombrelle. Nous avons vu la difficulté parfois de trouver une cohérence et des voies d'entente sur des sujets comme celui-ci. Ceci étant, et je vous rejoins... Vous aviez un autre nom, vous, le Conseil général, il avait un autre nom en tête? Non, j'étais très clair dès le départ. Hein. Bordeaux est effectivement le nom qui est porteur, quelle que soit sa déclinaison après, oser Bordeaux, Bordeaux Métropole, ce qu'on voudra, mais en tout cas, Bordeaux en soi est le nom qui est le facteur d'attractivité de ce département, de la région, et bien entendu de la Cube et de la ville. Donc tout ça pour dire que la métropole ne fonctionne pas en vase clos, qu'elle n'est pas une bulle autonome. Vincent Feltès n'est pas dans une bulle autonome, je vous informe ce soir de ça, mais elle est bien inscrite dans une biodiversité territoriale où nous sommes tous interdépendants, et c'est de cette manière que nous ferons avancer les sujets économiques et sociaux. Merci Monsieur Glaise. Madame Doucet, puis Monsieur Rousset sur cette histoire des mobilisations d'épargne populaire. Madame Doucet. Bien, quelques mots, et vous m'excuserez de me montrer audacieuse à deux titres. D'abord celui d'arriver en fin de journée, et puis de ne peut-être pas avoir la prétention d'ajouter des éléments supplémentaires à la qualité du débat et des intervenants qui sont tenus toute la journée. Et puis aussi, comme député, d'arriver avec les poches vides, mais de promettre que tout sera mis en œuvre pour que les actions donc puissent porter leurs fruits. Quelles actions donc collectives au niveau de la métropole? J'aurais pour ma part d'abord une considération, dirais-je, sur ce mot de métropole. La métropole, c'est la ville-mère, c'est celle qui commande, qui est donneuse d'ordre sur toute une région. Et j'entendais tout à l'heure que vous évoquiez le modèle toulousain. Je crois que dans cette action collective, il y a quand même un écueil à éviter. C'est-à-dire que l'expansion de Toulouse n'a pas laissé beaucoup de choix aux villes périphériques. Soit elles se sont transformées en cités dortoirs, soit elles ont connu un creux économique qui est encore d'actualité. Donc une action collective, c'est donner évidemment beaucoup de dynamisme à la métropole bordelaise, sans oublier les partenaires du bassin aquitain, qu'ils trouvent aussi leur part et leur rôle à jouer dans cette action. Quelle action pour quels emplois? J'aurais à cœur ici de défendre, vu ma singularité à cette table, celle des femmes, en n'oubliant pas qu'elles ont droit, elles aussi, à leur part de ce dynamisme métropolitain. N'oublions pas qu'elles occupent 84% des emplois à temps partiel et que c'est souvent synonyme d'un manque de formation et qu'il faut avoir à cœur de leur donner. Quelle action pour quels emplois aussi? Ceux des jeunes. Et je me permettrai ici de dépasser l'échelle métropolitaine, de penser à l'échelle européenne. 6 millions de jeunes qui sont au chômage en Europe. Cela mérite que la métropole bordelaise prenne là aussi la part qui lui est due pour défendre donc cette idée, l'emploi des jeunes. D'autant plus que nous risquons, nous, avec une véritable force démographique, encore plus en Bordeaux et en Aquitaine, de nous retrouver confrontés à une circulation des techniciens et des cerveaux de nos jeunes qui risquent parfois d'être appelés dans des pays qui ont peut-être des systèmes de formation un peu plus déficitaires ou un système démographique qui fait qu'à un moment donné, ils ne vont pas pouvoir pourvoir à certains emplois et nous allons être en demeure de leur répondre. Je crois que là aussi nous avons un rôle à jouer avec tout ce que nous savons faire, notamment autour de la filière aéronautique. Quelles actions collectives, et là je m'attacherai aussi à vous parler, pour rejoindre un petit peu des propos qui ont été tenus autour de cette table, sur les activités nautiques. Vous savez qu'il y a ce projet de refit qui nous tient à cœur au nord de Bordeaux, et c'est un projet qui peut être décliné de différentes façons, et notamment de façon les plus innovantes, les plus performantes. Je vous donne juste quelques chiffres. Les 2/3 des bateaux, puisque nous avons eu la course qui est partie du Figaro donc hier, mais sachez que les 2/3 des bateaux qui font la course du Vendée Globe, ce sont des bateaux qui sont refabriqués, sur lesquels on a de nouveau travaillé. Et si on n'arrive pas, nous, à capter ce marché-là, à Bordeaux, je trouverais dommageable qu'on ne puisse pas le faire, parce que sachez que ces bateaux-là vont subir ces transformations pour quelques-uns à Barcelone. Donc c'est quand même dommage de voir s'échapper ces activités-là.
selon aussi des modalités, et Vincent Feltès les a évoquées ici, qui pourraient aussi s'organiser autour de filières d'économie solidaire, et moi j'ajouterais aussi d'économie circulaire. Et c'est vrai que le nord de la ville contient aussi toutes ces pépites, ces petites entreprises qui savent faire dans la récupération, dans le recyclage, et on pourrait ainsi décliner toute une gamme d'activités d'entreprises autour de cela. Voilà un petit peu quelques pistes que je pourrais donc livrer d'une façon, je veux dire, en conciliant ces échelles métropolitaines, nationales et européennes. Merci Sandrine Doucet. Un mot d'Alain Rousset sur cette histoire de mobilisation d'épargne populaire, puisque vous n'avez pas été entendu par vos amis autant que vous l'auriez souhaité, en décentralisant plus le financement des entreprises. Vous allez nous expliquer le modèle allemand, vous nous avez suffisamment parlé du modèle allemand pour témoigner là-dessus. Et ensuite, Monsieur le préfet, Monsieur Delpech, vous avez le mot de la fin. Merci. Un mot d'abord. Pourquoi l'épargne pour le financement de nos emplois et de nos entreprises et de notre modernisation industrielle est importante? On a quitté la période où on pouvait, par des grands programmes, lancer un grand programme industriel. Aujourd'hui, on sait que ce sont les PME, la croissance des PME qui feront l'emploi. Ce qui d'ailleurs m'amène, c'est une incidente, à réfléchir, et on l'a lancé, on a créé un club des entreprises de taille intermédiaire, on est en train de travailler sur la maturation de nos projets de start-up, mais je pense qu'aujourd'hui, on a un peu tous la culture start-up. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui importe pour créer de l'emploi, créer de la richesse, exporter, c'est la croissance de nos PME. Et qu'aujourd'hui, le modèle industriel français est un modèle qui correspond d'une certaine manière au modèle d'organisation administrative. Des grands groupes et des PME, voire des TPE. On ne réindustrialise pas avec ce modèle. On réindustrialise avec des PME de 200, 300, 400 personnes. Et vous ne réindustrialisez pas, vous ne faites pas des ETI si vous n'avez pas un pouvoir public régional fort. Vous ne le ferez pas. Les grandes entreprises émanent d'une volonté de l'État. Il y a d'ailleurs souvent une consanguinité entre Bercy et la direction de ces entreprises. Elles ne comprennent pas, ou pas assez, ce qu'est la réalité d'une PME. Pourquoi en Allemagne ça marche, en dehors du capitalisme familial? Les Länder allemands sont l'actionnaire de référence des caisses d'épargne allemandes, qui sont l'actionnaire de référence des ETI allemandes. Et tant qu'on n'aura pas un modèle de financement de ce type, eh bien, on rêvera, tout remontera à Paris, et vous avez des débats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, vous avez des débats dans la presse nationale, où tout devient politique, idéologique, etc. Sauf que, et les travailleurs, et les chefs d'entreprise sur le terrain, eh bien, ils n'ont pas ni les ressources financières, même si l'Aquitaine fait mieux que d'autres régions, puisqu'il y a pour les ETI 3 fois plus, en Aquitaine, 3 fois plus de prêts aux PME, et aux ETI que dans les autres régions. Alors le problème de l'épargne, ça pose aussi le fait que tant que notre modèle restera centralisé, je ne voudrais pas faire bondir mes voisins, surtout mon voisin de certaine manière. Monsieur Rousset, il va le rester centralisé visiblement, vu les décisions qui ont été prises. Il va rester très centralisé, ça je sais bien. Je ne vais pas vous gâcher votre plaisir. Je vous ai écouté la semaine dernière sur les lois de décentralisation, vous avez été beaucoup plus sévère que moi. Non mais parce que je suis décentralisateur et pas vous. Donc, j'ai jamais dit que c'était une bonne loi. Hein. Alors là, voilà, je me suis exprimé même dans un journal. Bon, le problème de l'épargne. Aujourd'hui, comment est structurée notre épargne? Et les directeurs des établissements régionaux des banques peuvent le confirmer. Tout remonte à Paris. Par obligation, et le crédit agricole, tout à l'heure. Le crédit agricole place son argent plutôt en Grèce. Enfin, il fait du boulot. OK. Aujourd'hui, vous savez quelle est la bataille que mène un certain nombre de directeurs du Crédit Mutuel? C'est d'éviter qu'on crée une structure support qui récupère une grande partie de l'épargne pour la placer sur des marchés spéculatifs, sur le jeu sur les monnaies. On ne peut pas fonctionner comme ça. Deuxièmement, donc il faut, à un moment donné, il faut bien entendu qu'il y ait des règles prudentielles, il faut mutualiser, mais si demain, parce que la France a un problème culturel avec son entreprise, on le voit bien. Donc ce problème culturel, il faut qu'il change à la fois par une politique de redressement productif
Et puis qu'on reconnaisse l'État, il faut bien qu'il y ait un chef à une entreprise. Bon, s'il ne fait pas bien son boulot, c'est tout le monde qui plonge. Mais pourquoi voulez-vous aujourd'hui que la veuve de Carpentras ou de Bazas, qui a 30 000 € qu'elle garde pour son petit-fils, place l'argent dans des actions? Pourquoi le ferait-elle? Elle ne va pas le faire, elle va le mettre à la caisse d'épargne ou en assurance vie pour être protégée. Elle ne va pas prendre le risque. Parce que si vous le mettez dans une entreprise, vous risquez de perdre la moitié de ces 30 000 €. Et comme aujourd'hui on stigmatise les dividendes, c'est-à-dire la rémunération de l'épargne, allez en parler aux salariés qui sont actionnaires de leur entreprise, ils vous diront le reste. Que ce soit des grandes entreprises ou des PME, il faut arrêter de stigmatiser, en même temps que l'on dit il faut que l'épargne aille dans l'entreprise, la rémunération de l'argent qu'on met dans l'entreprise. Oui, il faut du capital. Mais après qu'il y a des règles démocratiques, bien entendu. Sinon, on ne va pas y arriver. Quelle est la première initiative que j'ai prise en arrivant à Région Aquitaine? C'est de créer un réseau de fonds propres, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on ne sait pas accompagner la croissance du capital. Nos entreprises n'ont pas assez de capital. Et je peux vous dire qu'à l'heure où l'on parle, on est en train de se battre pour qu'une très belle PME d'Aquitaine, qui est plutôt dans le sud, ne soit pas cannibalisée ou mettre la clé sous la porte aujourd'hui. On a besoin. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites de l'investissement industriel, il faut patienter parfois 10 ans. L'argent patient. Mais est-ce que la veuve de Bazas ou celle de Carpentras ou de Nontron ou de Lac est capable d'attendre 10 ans? Mais à partir du moment où on crée... C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des véhicules, ce qu'on appelle des véhicules financiers. Mais si ces véhicules font remonter toute l'épargne... Enfin, on dit en Aquitaine, on a énormément de ressources d'épargne. La vigne, le pain, etc. Est-ce que réellement, à travers nos circuits bancaires, on est capable d'offrir suffisamment de fonds propres aux entreprises? Moi, j'essaye d'augmenter le capital. Je cherche 30 millions d'euros aujourd'hui, 30 millions d'euros aujourd'hui pour augmenter le capital d'ACI, d'Aquitaine Création et Innovation. Parce que cette structure intervient jusqu'à 300 000 €. D'accord? Et qu'il faut que je comble ce que les fonds d'investissement ne font plus, c'est-à-dire jusqu'à 500 000 €. OK? J'ai besoin de faire du 50-50, c'est-à-dire 50 publics avec la Caisse des dépôts, et de trouver 50 autres. C'est compliqué. S'il y a des directeurs de banques régionales ici... on va vous en présenter si vous les connaissez pas. Je suis même capable de faire la multiplication des pains, si je les connais bien. Je suis même capable de faire la multiplication des pains, puisque l'Europe peut doubler mon investissement. Donc c'est un enjeu considérable. Parce que, excusez-moi, je vais devoir vous quitter. Je voudrais juste rajouter une chose, un peu pour répondre à Alain Juppé. Oui, il faut la confiance entre les entreprises et les pouvoirs publics. Je ne sais pas si quelque chose a changé avec ce gouvernement. Pardonnez-moi de le dire, je pense qu'il y a eu depuis très longtemps un éloignement culturel entre le monde de l'entreprise et le monde politique. Le paradoxe aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ce gouvernement a fait des efforts énormes, je pense notamment aux 20 milliards de baisse des charges, qui n'a jamais existé sous les gouvernements précédents. Jamais. 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 On ne va pas se mettre sur ce terrain. Non, mais jamais. Vous avez annulé l'effort. Continuez. L'effort. Non. Il y a eu des annonces électorales. Vous n'aviez. Quelle est votre déception? Vous n'allez quand même pas me dire, vous, que vous alliez faire confiance à Nicolas Sarkozy. Enfin. Quelle est votre déception? Sur les annonces. Alain Rousset. Alain Rousset, quelle est votre déception, Alain Rousset? Je continue. Quelle est votre déception? Le vrai problème de l'industrie française aujourd'hui, c'est la vétusté de ses équipements. C'est la vétusté de ses équipements. Notre système industriel est un système qui a vieilli. Nous n'avons pas assez investi, parce qu'il n'y avait peut-être pas assez de marge, parce qu'il n'y a pas de dispositif. Je prends un seul exemple, et je parle de compétitivité. Je la citais tout à l'heure, l'usine de Bordes dans les Pyrénées-Atlantiques. Turboméca, 2500 personnes. On reconstruit l'usine, on fait des moteurs d'hélicoptères. Eh bien, les cycles de production ont été divisés par 2. Et je peux vous dire que dans ce cadre-là, la compétitivité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et la technologie, elle reste en Aquitaine. Merci Alain Rousset. On peut penser aussi qu'un investissement que Thales s'apprête à faire sur l'agglomération du côté de Mérignac, de l'aéroparc, pourra bénéficier des mêmes intentions. Sachez que celui qui a initié cela, c'est l'ancien patron de Thales Bordeaux, et qu'il connaît bien justement les investissements. Pierre-Yves Pommelet. Michel Delpech, avec un petit peu de retard, mais on m'a livré la table ronde un peu tard et c'était intéressant de vous entendre tous. Michel Delpech, préfet de la région Aquitaine, vous avez donc le mot de la fin.
ne sais pas si j'ai le mot de la fin, mais en tout cas, je suis très Temporairement, heureux temporairement. d'être à vos côtés, de pouvoir saluer cette Assemblée dont le nombre et la qualité démontrent à l'évidence, Monsieur le Président, de la CUB, combien l'initiative était opportune. Et c'est mes premiers mots là, c'est vraiment saluer la méthode. Saluer la méthode parce que je pense qu'il est bien, qu'il est bon que sur un territoire donné, puissent se rencontrer à intervalles réguliers, selon des procédés qui peuvent varier, les acteurs de ce territoire, que ce soit les acteurs publics, politiques, économiques, sociaux, financiers, que des outils de suivi et de connaissance soient partagés sur l'économie, la démographie et les données statistiques ne manquent pas. Nous avons la chance d'un outil d'État, nous avons la chance d'avoir l'INSEE, qui est un des outils statistiques, des institutions statistiques les plus réputées au monde dans son domaine et qui a une mine d'informations, pas toujours suffisamment utilisée par les uns et les autres, des échanges, des carrefours, des approches partagées, atouts, faiblesses, menaces, opportunités. Vraiment, la méthode me paraît excellente. Je me permets de la saluer et de vous remercier, Monsieur le Président, d'y avoir associé l'État. C'est donc très volontiers que des collaborateurs ont participé à différentes tables rondes et que je suis à vos côtés. La question que je me pose, évidemment, et avec beaucoup de modestie, croyez-le bien, c'est en quoi et comment l'État peut-il, va-t-il, doit-il accompagner le développement de l'agglomération, ses ambitions et cet objectif que vous vous donnez à travers ce nombre de 75 000 emplois à l'horizon de 20 ans. Et après cette question, peut-être quelques idées en termes de quelle gouvernance, quel chemin. Alors, sur le premier sujet, la France est l'héritière de son histoire. La nation s'est bâtie autour de l'État dans notre pays. C'est ainsi, le mot colbertisme a un sens dans notre pays, il n'en a pas dans des pays voisins. Nos voisins allemands sont héritiers d'une tradition tout à fait différente. Les Allemands sont les héritiers du Saint-Empire romain germanique qui a fait cohabiter des principautés, des royaumes pendant des siècles et en veillant surtout, et c'est la France qui a veillé le plus, à ce que jamais un pouvoir trop fort ne s'affirme. C'est affirmé 2 fois, hélas, dans l'histoire, le Reich à Versailles en 1870 et bien sûr le Troisième Reich derrière. Mais tout ça pour dire que la chance du territoire allemand de ce point de vue est d'avoir été historiquement construit à partir de réalités localement très fortes et reconnues et autonomes. C'est les traités de Westphalie de 1648 qui l'ont conforté. Et aujourd'hui, on en a évidemment la traduction dans le territoire allemand avec des métropoles extrêmement fortes. De ce point de vue, l'histoire française est différente. Et un des enjeux de l'Europe, me semble-t-il, est d'essayer de faire prospérer et mettre à côté le meilleur de l'un et le meilleur de l'autre. Mais je ferme cette parenthèse. Les grands choix nationaux dans lesquels s'inscrit le développement de cette belle agglomération bordelaise, ils s'inscrivent dans les nécessités de retour à l'équilibre que vous connaissez. Ça veut dire sans doute des stabilisations en matière d'emploi public sur le territoire et peut-être du côté des collectivités, des contraintes un peu plus fortes que celles que les collectivités ont pu connaître dans les 30 dernières années. Ces choix vont s'inscrire aussi dans la stratégie européenne, ce qu'on appelle la stratégie 2020, qui va nous mener à la fin de cette décennie, autour du thème de la croissance intelligente, inclusive et durable. Intelligente, c'est le choix des hommes, le choix de la formation. Inclusive, c'est de veiller à ce qu'aucun territoire ne soit oublié et à ce que l'ensemble de la population bénéficie de la croissance et du développement pour éviter les effets de marginalisation d'un certain nombre de populations. Croissance durable, c'est le thème de l'économie verte, de l'économie circulaire, du respect de l'environnement. Ces impératifs, évidemment, s'imposent à notre pays, s'imposent à ce territoire, et ce territoire bordelais doit être en phase
avec, bien entendu, mais ça c'est une évidence, et peut-être faut-il la rappeler ici encore plus qu'ailleurs, l'économie est mondiale. Et comment s'extraire des enjeux de mondialisation, d'échanges internationaux, ici plus qu'ailleurs, le commerce a sans doute été un des éléments de richesse et de prospérité les plus forts de ce territoire bordelais et doit le rester. Plus concrètement et dans l'immédiat, je veux rappeler l'importance de l'engagement du gouvernement, du président de la République, des pouvoirs publics de l'État, autour du pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, 35 mesures, je ne vais pas toutes les décliner, mais notamment le crédit d'impôt compétitivité emploi, qui correspond aux 20 milliards d'euros d'abaissement de charges sur les salaires pour les entreprises, qu'évoquait à l'instant le président du Conseil régional. Également, un des enjeux du pacte de compétitivité, le président de la République l'a souligné, c'est de veiller à ce que la production normative de l'État se calme un peu, s'inscrive dans la stabilité. De ce point de vue, je veux souligner l'importance d'une circulaire récente que le Premier ministre a adressée et aux ministres et aux préfets pour nous inviter en 4 lignes à l'interprétation facilitatrice des normes, c'est-à-dire solliciter le maximum de ce que les textes peuvent donner pour faciliter la réalisation de projets. J'ai donné personnellement des consignes à l'ensemble de mes collaborateurs. Il m'est arrivé déjà à 1 ou 2 reprises de faire référence à la dite circulaire, voire même, et j'ai un beau dossier en tête, à m'adosser à cette circulaire pour alerter 2 ou 3 ministères sur quelques sujets. PPRI compris, monsieur le préfet, pardonnez-moi de vous interrompre. PPRI compris. Plan de prévention des risques inondations compris. La circulaire du Premier ministre exclut les enjeux de sécurité de ce sujet, ce que l'on peut comprendre. Mais sur les PPRI, on a des travaux en cours précisément pour vérifier la solidité des digues. Derrière la CUB, et j'en remercie le président Feltès, sera prêt à s'engager dans la maîtrise d'ouvrage des digues, ce qui permettra d'accélérer le processus en allégeant la portée à connaissance un peu sévère que nous avons dû délivrer. L'État continuera à exercer ses responsabilités, ses missions. Alors, je passerai rapidement sur les outils de politique de l'emploi, parce que je crois qu'on est là dans un exercice qui nous invite davantage à la prospective. Je rappelais quelques points cardinaux de la responsabilité de l'État sur le territoire. C'est tout ce qui touche à la formation des jeunes, l'éducation, la refondation de l'école, le développement des collèges, des lycées, de l'université, l'importance du plan campus ici à Bordeaux. Politique de l'État, c'est la politique favorable à l'innovation, à la compétitivité, c'est les pôles de compétitivité, c'est la poursuite de la politique des investissements d'avenir que l'ancien Premier ministre a rappelé, c'est les politiques de filière aussi, les politiques de filière qui certes doivent avoir des déclinaisons locales et régionales majeures, c'est le cas ici, mais qui s'inscrivent dans des visions plus globales. Il y a une politique de filière aéronautique qui non seulement est française, mais qui est même européenne. Et l'inscription de la région, l'inscription de l'agglomération doit se faire dans ce cadre plus large. Et puis l'État, c'est aussi, rappelons-le, un certain nombre de grandes infrastructures pour lesquelles il exerce des responsabilités évidemment essentielles. Les enjeux majeurs, ici, vous les connaissez. La conduite à bonne fin du projet LGV Tours-Bordeaux, mais ça c'est en route. Derrière la décision attendue sur le GPSO, je rappelle simplement que du point de vue des services administratifs de l'État en région, nous sommes dans une configuration d'approche unitaire de ce dossier pour faire en sorte que l'enquête publique ait lieu avant la fin de l'année et qu'il porte sur la totalité de l'itinéraire et vers Toulouse et vers la frontière espagnole. C'est aussi le dossier sur lequel nous travaillons ensemble, Monsieur le Président de la communauté urbaine, de la rocade qu'il faut essayer de porter à 2 fois 3 voies aussi vite que possible. D'autres sujets, l'État à la tutelle de l'aéroport qui anticipe très remarquablement l'effet LGV en développant notamment les low-cost. L'État, en tout cas dans le cadre juridique actuel, et en tout cas il n'est pas prévu de le bouger à ma connaissance, la responsabilité du port. Sur le port, je dis un mot, c'est en effet un sujet qui me paraît extrêmement important pour l'agglomération de Bordeaux,
On voit bien qu'il y a eu un choc assez violent et un peu difficilement assumé avec la remise en cause du projet méthanier au Verdon. J'étais vendredi au Verdon précisément pour une réunion avec les acteurs du port et le territoire environnant. Les représentants de la région et du département étaient là. On voit bien qu'il y a une réflexion stratégique et cardinale à mener. L'avenir du port passe par la relance, par le développement de l'activité conteneur au Verdon. C'est cardinal. Ou bien on réussit cela, et le port repartira, et le port a un potentiel considérable. La liaison ferrée entre le Verdon et l'agglomération de Bordeaux est largement calibrée pour cette relance pour quelques années, soyons clairs. Une liaison d'un train par jour aujourd'hui, c'est-à-dire 63 conteneurs, pouvant être portée à 3 avec des circulations nocturnes, des études en cours pour améliorer l'arrivée sur l'agglomération avec la réfection de la signalisation. Donc la relance du port conteneur au Verdon est possible. Je crois comprendre qu'il y a une volonté, en tout cas des acteurs du port, c'est sûr. J'espère qu'elle sera partagée aussi par tous les acteurs de ce territoire. Donc l'État, sur tous ces sujets, restera aux côtés des uns et des autres. D'où je vais aller vite, ma troisième observation en guise un petit peu de conclusion, quelle gouvernance, quel chemin. Alors sur la gouvernance, le premier point que je veux rappeler, mais les parlementaires le diraient mieux que moi ici, le projet de loi dite décentralisation, dans son volet 1, affirme clairement la nécessité de renforcer les métropoles, constat étant fait que la croissance, le développement de notre pays se fait plus que jamais par les métropoles, et constat étant fait de la nécessité de leur donner de manière plus intégrée les outils utiles à l'accompagnement du développement. Deuxième recommandation que je me permets de faire, c'est de mobiliser au mieux tous les outils de planification et de stratégie existants. C'est la planification spatiale. Comment construit-on? Où construit-on? Avec quelle densité? C'est la politique du logement, c'est la politique de l'habitat, c'est la politique du foncier. Nous avons des outils de programmation qui existent, qu'il faut mobiliser et mettre en synergie avec les choix stratégiques que vous portez. Et puis la troisième orientation vient d'être rappelée et réaffirmée par le Premier ministre, par M. Jean-Marc Ayrault, qui, il y a quelques 10 jours, a rappelé sa volonté de relancer la politique de contractualisation entre l'État, les régions et les grandes collectivités. Et je crois que cette relance de la contractualisation État, région, grandes collectivités pourra être une opportunité pour la communauté urbaine, pour l'agglomération bordelaise. En tout cas, c'est dans cet esprit que nous examinerons avec vous vos priorités, vos ambitions stratégiques, et que pour ma part, je mobiliserai les services de l'État sur le territoire pour vous aider à atteindre ces objectifs. Merci beaucoup Michel Delpech, merci à Vincent Feltès, Alain Roussel, Alain Juppé, Sandrine Doucet et Jean-Luc Glaise.